Nous avons vu dans la première partie que les changements climatiques et la perte de biodiversité mettent en péril l'avenir des espèces vivantes dont l'homme fait partie. L'humanité compte sur les progrès techniques pour continuer de croître et donc s'appuyer toujours et encore sur la transformation des matières du sol terrestre. Est-ce que c'est vraiment possible? Commençons donc par le pétrole. L'or noir est un incroyable concentré d'énergie à l'état liquide, donc facile à transporter, bien plus que le charbon, qui est principalement consommé dans le pays producteur, ou le gaz, qu'il faut liquéfier. Il faut en effet 10 à 100 jours de travail humain pour obtenir l'équivalent en énergie d'un litre de pétrole. Bien que souvent moquée, la notion de pic existe bien, car c'est propre à tout stock limité. Le pétrole conventionnel a passé son pic autour de 2008, comme l'a annoncé l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Depuis, ce sont les pétroles non conventionnels, comme le schiste, qui par leur croissance compensent le déclin du conventionnel, mais ces modes d'extraction deviennent de plus en plus coûteux économiquement et énergétiquement. En fait, on parle de TRE, ou taux de retour énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie obtenue pour une unité d'énergie investie. Comme on peut le voir dans ce tableau, ce taux est bas pour les nouveaux modes de production, comme le schiste, qui peu à peu remplacent les modes conventionnels. Récemment, l'AIE évoquait un probable peak oil d'ici 2025, car la croissance du pétrole de schiste va ralentir, puis cesser, et le conventionnel va continuer de décroître. Alors c'est positif en termes d'impact climatique, mais les conséquences économiques de la fin d'un monde à l'énergie peu chère et disponible pour tous n'est pas du tout anticipée. Une petite remarque. Le maximum de production a été atteint fin 2018 et la crise du Covid-19 a entraîné un pétrole à bas prix, ce qui a impliqué une chute des investissements dans de nouveaux puits pétroliers et a précipité la chute du pétrole de schiste US. Il est donc possible que le pic soit déjà passé. La contraction énergétique entraîne une diminution des productions et du volume des échanges commerciaux, donc du PIB, d'où la corrélation entre production pétrolière et PIB. On peut voir ici d'ailleurs que les variations de croissance sont précédées de variations analogues de la production pétrolière, mais la relation cause-conséquence fonctionne dans les deux sens. Dès lors, la demande devenant plus importante que l'offre, de fortes secousses économiques sont à prévoir, qui vont bousculer alors l'ensemble des systèmes mondialisés de façon plus ou moins marquée, suivant la dépendance des pays. Il faut que l'on s'en comprenne bien. Il va bien rester du pétrole dans les sous-sols, car non rentable à extraire. Ce n'est pas un problème de stock en réalité qui se pose à nous, mais un problème de flux. Un monde en croissance n'est plus possible dans ce contexte. En France, on peut avoir vraiment des inquiétudes pour notre prochaine capacité à assurer nos importations pétrolières, comme nous pouvons le voir ici. Citons par exemple Mathieu Ozzano, spécialiste du pétrole, auteur de l'ouvrage L'or noir et directeur du Shift Project. C'est un think tank qui propose des solutions pour décarboner nos modes de vie. Il dit que nous sommes cernés par des zones pétrolifères en déclin structurel, très probablement irréversible. La mer du Nord par exemple, l'Algérie, l'Afrique en général, et sans doute bientôt la Russie, qui reste aujourd'hui le premier fournisseur d'hydrocarbures de l'Union européenne. Il est très possible que l'on fasse de plus en plus appel au gaz liquéfié, mais les quantités de gaz sont aussi limitées, et par ailleurs les rendements énergétiques sont inférieurs. Récemment, le Shift Project s'est doté de données plus fines sur les champs pétrolifères, et je vous conseille cette page de leur site si vous souhaitez creuser le sujet. Répétons-le, moins de pétrole, c'est moins d'émissions de CO2, donc finalement bon pour le climat futur. Mais une décroissance énergétique entraîne une décroissance économique, et toutes les conséquences sociales qui vont avec. Et comme cela n'est absolument pas anticipé par les décideurs, et encore moins médiatisé, c'est un aveuglement global, et du coup un grand danger puisque rien n'est pensé pour amortir ce déclin et organiser notre société en fonction. L'idée répandue, c'est de remplacer le pétrole par des énergies renouvelables intermittentes qualifiées d'énergie verte. Mais ces énergies produisent de l'électricité, donc ne remplacent pas le pétrole. Elles ont plutôt pour vocation de se substituer au charbon ou au gaz. Est-ce que ce sont vraiment des énergies vertes? Oui, comparé à une centrale à charbon évidemment, mais non en valeur absolue, surtout si on y ajoute des systèmes de stockage qui sont forts émetteurs de CO2 à la production pour pouvoir les comparer à des centrales pilotables. On devrait plutôt dire qu'elles sont moins grises. En effet, les métaux sont extraits du sol grâce à du pétrole. Par exemple, le cuivre du Rotor vient du Chili,
dans le désert aride d'Atacama. Mais pour être extrait, il faut beaucoup d'eau. Et il n'y en a pas. Une partie de l'eau provient de l'océan Pacifique via des pipelines. Et puis, elle doit être désalinisée dans des centrales de désalinisation qui sont alimentées électriquement par des centrales au charbon. Et ce charbon, il provient en général de Colombie et de Nouvelle-Zélande, qui est évidemment acheminé grâce au pétrole. Les surfaces terrestres utilisées pour les éoliennes en plus sont importantes si on veut remplacer une centrale nucléaire par exemple. Tous ces métaux rares sont présents dans toutes les nouvelles technologies. Et les besoins explosent. Les quantités pourtant sont limitées. Et même si certains matériaux sont répandus, les concentrations dans le sol peuvent être faibles dans la majorité des cas. Il va donc se poser un problème de flux à nouveau pour satisfaire cette demande croissante. Je vous conseille d'ailleurs le livre de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares. Constat également sur le sable, qui en dépit des apparences est une ressource rare. Il est difficile d'imaginer une pénurie de sable parce qu'il y en a à profusion dans les déserts. Mais celui-ci n'est pas utile pour la fabrication par exemple de ciment. À Dubaï, le sable vient de loin par bateau fonctionnant au pétrole. Et le sable est également utilisé lors de la fracturation hydraulique pour extraire du pétrole. Pour conclure, il n'y a pas vraiment d'énergie verte, mais plutôt moins grise que les autres. Et encore moins de croissance verte puisque les coûts sont forcément plus élevés qu'une énergie fossile, ce qui va peser sur le système économique. Attention, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas en implanter dans le monde, bien au contraire, mais le faire en connaissance de cause et dans le cadre d'une réflexion locale ou territoriale de l'accès à l'énergie, en y associant la notion de sobriété. Par ailleurs, Vincent Mignereau, essayiste et membre d'Adrastia, souligne un point important. Il appelle cela l'hypothèse du renforcement synergique des énergies. Il dit que le déploiement des technologies de production d'énergie dites de substitution, nucléaire et énergie renouvelable en général, pourrait générer plus d'émissions de gaz à effet de serre que la seule exploitation du pétrole, du charbon et du gaz. En maintenant en effet le fonctionnement des sociétés thermo-industrielles plus longtemps que si celui-ci suivait la déplétion des hydrocarbures, elles en autoriseraient une exploitation prolongée et plus importante. Il ne faut pas imaginer que la transition énergétique a démarré. Les énergies renouvelables intermittentes ne se sont jamais substituées aux énergies fossiles. Elles n'ont fait que se superposer comme on peut le voir ici. Il existe un autre danger pour nos sociétés complexes et globalisées, le risque de blackout. La France et l'Allemagne sont deux pays les plus exportateurs d'électricité en Europe. Entre la sortie du charbon et la fermeture des centrales nucléaires, l'Allemagne devra bientôt importer de l'électricité de ses voisins, puisque les ENR utilisées sont intermittentes. Parallèlement, la France va devenir importateur net à l'horizon 2022-2023, pour de multiples raisons, dont la fermeture de Fessenheim, le retard de l'EPR de Flamanville, ou les fermetures liées aux visites décennales d'une partie des centrales nucléaires. RTE a averti qu'il y a un risque d'approvisionnement à venir. Comment, dans un futur proche, en cas d'hiver rigoureux, ou pas, touchant l'Europe, pourra-t-on assurer la demande énergétique alors que les deux pays exportateurs principaux vont devenir importateurs nets? Cela fait vraiment peser un risque important sur la sécurité énergétique. Or, une coupure d'électricité, suivant sa localisation, son étendue, sa durée, peuvent avoir des conséquences majeures. Et la durée d'un blackout est déterminante car le système peut vite ne pas pouvoir repartir avant plusieurs jours, semaines ou mois, selon Grégoire Chambaz, un spécialiste sur le sujet. Il existe d'autres risques de blackout, par exemple une quantité d'électricité trop importante issue des ENR qui créerait une surtension sur un système électrique, sur les réseaux, qui ne pourrait être absorbé. Autre risque, la tempête solaire. En 2012, une tempête solaire importante n'était pas en direction de la Terre, mais si cela avait été le cas, la NASA a évoqué des effets provoquant un retour au XVIIIe siècle. Alors nous avons évoqué que le monde avait changé grâce à la mécanisation du monde agricole et l'augmentation des rendements, notamment liée à l'utilisation des engrais ou intrants agricoles, NPK, dont la production est étroitement liée aux énergies fossiles. Les engrais azotés à base d'ammoniac proviennent de la réaction chimique entre le gaz, méthane, CH4, une énergie fossile, et le diazote de l'air, N2, selon un procédé découvert lors de la Seconde Guerre mondiale, le procédé Haber-Bosch. Le potassium est principalement extrait de mines de sel de potasse ou mer salée. Le phosphore est issu de mines présentes au Maroc, en Chine, aux USA ou ici au Togo. L'Europe occidentale et de l'Inde, pour ne citer qu'elles, sont entièrement dépendantes des importations, des inégalités qui pourraient avoir de graves conséquences sur la sécurité alimentaire de demain. En effet, des études indiquent une demande supérieure à la production, avec un pic de production dans les années 2030-2040. Les stocks de roches phosphatées restant étant de moins bonne qualité,
Leur exploitation deviendrait non seulement plus consommatrice et plus coûteuse, mais aussi plus polluante, et les risques de pénurie sont réels. L'utilisation d'intrants dépend de la disponibilité du pétrole et des ressources minérales, menaçant alors notre sécurité alimentaire, et ont par ailleurs de nombreuses conséquences négatives sur les écosystèmes. On retrouve aujourd'hui en effet le phosphore, le potassium, l'azote, dispersés surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans les nappes phréatiques, les étangs, les cours d'eau, les océans, notamment les zones littorales. L'eutrophisation des quelques zones humides restant sur les bassins versants, des lacs, des rivières, puis des zones littorales, prive ainsi d'oxygène ces lieux de frai et d'alvinage de plus de 90% des espèces aquatiques. Moins d'un quart de la surface de la Terre n'a pas subi d'impact sensible par l'humanité. Les prévisions amènent cette proportion à peine 10% à l'horizon 2050. Ces zones vierges seront principalement des déserts, montagnes, toundras et zones polaires inhabitables par des humains. Et malgré tout ça, les rendements ne progressent plus. Et parfois même ils baissent un peu partout dans le monde, principalement en raison de la baisse de la qualité des sols. Les cycles de minéralisation-métabolisation naturelle sont rompus, contraignant à recommencer le cercle vicieux des intrants. L'utilisation à outrance des pesticides, des herbicides et engrais, accompagnée de labours profonds depuis la fin des années 50, a rendu le cycle naturel des minéraux inopérant, provoquant la mort des sols par lessivage, lixivation et destruction de la pédofaune. Par ailleurs, les pertes de carbone organique se constatent partout à travers la planète. Près d'un quart des terres a vu sa productivité réduite en raison de la dégradation des sols. L'appauvrissement des sols a aussi un impact sur la qualité nutritionnelle des aliments, comme on peut le voir ici. Tous ces éléments font peser un risque majeur sur la sécurité alimentaire, sans compter sur les conséquences déjà évoquées des dérèglements climatiques, comme les pénuries d'eau ou l'assèchement des sols. Un dernier point sur lequel on doit s'attarder, c'est le monde économique et financier. Depuis la crise financière de 2008, les économies ont été soutenues par de la création monétaire, qui a principalement été déversée dans les actifs financiers, mais assez peu dans l'économie réelle. Et parallèlement, les dettes ont explosé dans les ménages, les entreprises et les États. Et malgré ces injections, la croissance reste faible dans les pays occidentaux, comme on peut le voir ici en France. C'est même une baisse de la croissance qui nous amène vers une récession continue. Si l'on regarde à dollar constant, le PIB par habitant a même diminué depuis 2008 en France. La contraction énergétique qui a déjà commencé en est une des causes principales. La crise du Covid-19 a provoqué le ralentissement artificiel de notre économie et va entraîner une récession sans précédent, provoquant une amplification du phénomène, et donc un accroissement des dettes et potentiellement un accroissement des inégalités. C'est une tendance qui existe depuis longtemps, par exemple aux USA, où l'on constate un accroissement de la part de richesse des 1% les plus riches et la décroissance en parallèle des 50% les moins riches. Mais c'est également vrai en Europe, selon une étude récente du laboratoire des inégalités mondiales. Entre 1980 et 2017, les 1% d'Européens les plus riches ont vu leur revenu moyen croître 2 fois plus vite que celui des 50% les moins aisés. Ces éléments peuvent être mis en parallèle avec l'empreinte écologique suivant le niveau de vie, puisque nos modes de vie font que plus l'Homo sapiens est riche, et plus son impact environnemental est grand. Par ailleurs, une étude réalisée par des scientifiques de la NASA, le modèle Andy, suggère que la stratification économique entre riches et pauvres conduit à l'effondrement des sociétés. Tous ces constats démontrent à quel point notre monde est fragilisé et son avenir périlleux. Dans la partie 3, nous prendrons un peu de hauteur sur l'ensemble de ces constats pour étudier la notion systémique des dangers qui planent sur notre avenir.